Vous y allez ou pas? Bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire d'Avacor Family Office, le premier de l'année. J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes, malgré le contexte sanitaire actuel. Aujourd'hui, la thématique portera sur l'acquisition et l'hydration d'une résidence secondaire en France par des résidents suisses. On va voir ensemble les aspects fiscaux, juridiques et successoraux liés à cette acquisition. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Aubin Robert, le Bonjour responsable à de tous. West Planning d'Avacor. Et nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir Julien Bonjour à tous. Audry de chez Bounty International. Donc Julien va commencer, il va prendre la parole tout de suite et va nous faire la primeur de nous annoncer déjà les résultats de la grande étude annuelle Global Properties Handbook qui est éditée chaque année par Bounty International et qui donne un peu les grandes tendances immobilières de l'année écoulée et de l'année à suivre. Ces résultats vont être annoncés officiellement en fin de matinée par Barnes à Paris, je crois. Mais vous avez donc la primeur de ces chiffres-là. Donc, Julien, si tu veux bien déjà nous indiquer dans quelle destination de résidence secondaire Barnes est présent. Merci Patrick, bonjour à tous. Donc première chose, je voulais déjà remercier Avacor de l'invitation. On est ravis de participer à ce webinaire. Également, vous présenter les excuses de Jean-Christophe Toué qui n'a pas pu se libérer ce matin, raison pour laquelle je le remplace. Donc au niveau des destinations dans lesquelles nous sommes présents, vous voyez la carte du monde. Le principe de Barnes, c'est d'être présent dans les plus beaux endroits du monde, et en particulier les lieux de villégiature. Un petit peu sur tous les continents. On est à Saint-Barth, on est à Maurice. Pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, en France, donc on est très présent dans les Alpes françaises, en Corse, sur la Côte d'Azur, sur la Côte Basque, à La Baule, à Deauville. Donc on couvre un petit peu la mer et la montagne. Pour le reste, c'est-à-dire le centre de la France, où il y a aussi de magnifiques propriétés, on a un département qui s'appelle Propriétés et Châteaux, et qui, comme son nom l'indique, eh bien, commercialise des châteaux, des longères, des domaines de chasse, enfin, tout ce qui participe de l'art de vivre, et des résidences secondaires en dehors des littoraux et des montagnes. Merci Julien. Alors, quelles ont été les tendances en 2020, vu que c'était une année, on va dire, Covid? Est-ce que cela a impacté le marché immobilier? Alors effectivement, avec tout ce qui s'est passé cette année, évidemment, on ne revient pas dessus, on a tous vécu la même chose. Il y a eu un fort attrait de notre clientèle pour les destinations en dehors des villes. Donc vous voyez sur la présentation le top 5 des destinations de bord de mer. Le top 5 des destinations à la montagne, on voit que les Alpes suisses arrivent en tête. On a eu vraiment d'excellents résultats, notamment sur la côte basque. On a atteint parfois des prix qui n'avaient jamais été vus, notamment à Biarritz. Si je prends l'exemple de la Côte d'Azur, on a fait chez Barnes on a vu une augmentation de chiffre d'affaires d'un peu plus de 50% sur l'année 2020, ce qui est tout à fait exceptionnel compte tenu du contexte. Le coup d'arrêt brutal qu'il y a eu pendant le confinement a beaucoup touché les villes. On a vu un rebond assez immédiat à la sortie du confinement, et vraiment une volonté de notre clientèle de se diriger vers des villes et vers des destinations qui étaient à l'origine des résidences secondaires pour y passer plus de temps. Et donc, il y a un concept nouveau qui apparaît, qui est celui de résidence semi-principale. C'est-à-dire? C'est-à-dire en fait un endroit où on va pouvoir à la fois passer des vacances et pouvoir se réfugier en famille en cas de confinement ou en cas vraiment de crise comme celle qu'on a vécue. Et ce qui montre encore une fois que l'immobilier, en particulier l'immobilier haut de gamme, est une valeur refuge d'ordre financier, et nouveauté de 2020, également un refuge physique, parce qu'on a tous vu que être confiné, par exemple, sur la Côte d'Azur avec une piscine et un jardin, c'est toujours beaucoup plus agréable qu'à Paris dans un appartement, quelle que soit la superficie de l'appartement. C'est sûr. Merci Julien. Et quelles sont justement les tendances que vous observez pour 2021? Je crois que vous suivez des destinations chaque année. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude?
Exactement. Alors, cette étude est réalisée avec, en partenariat avec deux cabinets qui sont WealthX et Capgemini. Donc, bien sûr, on partagera avec vous cette étude à l'issue du webinaire. On vous enverra une version digitale que vous pourrez lire tranquillement. L'idée ce matin, c'est vraiment de vous donner les grandes lignes. Donc, ces deux cabinets nous donnent en fait des informations sur notre clientèle, en particulier la clientèle très fortunée. Qui sont ces personnes, comment leurs habitudes évoluent, quelles sont leurs envies, leurs souhaits. Nous, on se consacre sur notre cœur de métier qui est vraiment l'immobilier haut de gamme. Donc, les tendances, et il se trouve qu'en parallèle, on a mené une étude en interne auprès de nos clients pour savoir un petit peu quels avaient été leurs comportements en 2020. Donc les grandes tendances, c'est évidemment un besoin de sérénité, un besoin de sécurité, un retour un petit peu à la nature, un besoin comme ça de choses plus éco-responsables. Et c'est la raison pour laquelle le classement des villes attractives est très différent de ce qu'il a été les années précédentes. On voit à nouveau la Suisse dans le haut du classement, avec Zurich en tête. Copenhague qui passe de la 35e à la 2e place, ce qui peut paraître très surprenant. Si je m'arrête sur cet exemple, c'est vraiment l'exemple type de la ville de taille moyenne avec de l'eau dans la ville. On remarque, hein, on a vu Annecy qui a été très plébiscitée par les Français comme ville où il fait bon vivre. Pareil, on a cette proximité du lac, des canaux qui rappellent la sérénité. Et donc, d'une manière générale, nos clients étaient très attirés par ces endroits où ils peuvent être au calme, en sécurité, en famille, pas totalement isolés des centres névralgiques où ils ont quand même la majeure partie de leur activité et qui peuvent rejoindre assez facilement. Et donc, toutes ces villes, en particulier les villes scandinaves, ont eu un attrait très fort durant l'année 2020. Miami, on a un petit peu le même phénomène aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a vu des New-Yorkais investir à Miami de la même façon pour avoir de l'eau, du soleil, de l'espace et passer ces mois de confinement plus agréablement. Est-ce que tu penses que c'est une tendance de fond ou uniquement liée à ce qui s'est passé en 2020 par rapport au Covid? Alors évidemment, c'est la grande question à laquelle tout le monde essaie de répondre. Ce qu'on pense, c'est qu'en réalité, il va y avoir un peu des deux. C'est-à-dire ce qui s'est passé cette année a quand même été une épreuve assez difficile à traverser pour la majorité d'entre nous. Donc il y a quand même eu une prise de conscience en cas de crise, quand on peut avoir ces refuges immobiliers, c'est important de pouvoir voilà, être dans un endroit où on a un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de nature, peut-être une vie moins active et plus centrée sur des valeurs comme la famille, et néanmoins où on peut maintenir son activité. Donc ça, c'est une tendance qui devrait quand même perdurer, parce que je pense que c'est une prise de conscience qu'on a eu tous en 2020. Néanmoins, évidemment, les prévisions sont plutôt optimistes. On espère qu'avec les campagnes de vaccination, avec la connaissance de la maladie, enfin, évidemment, on va pas rester dans cette crise pendant des années. Et donc, petit à petit, les villes qui étaient en tête du classement et qui sont vraiment les grandes métropoles comme Paris, on retrouve à nouveau la Suisse et Genève, Londres, New York, vont reprendre petit à petit leur place dans le classement. Parce qu'évidemment, avec toute leur activité, notamment financière, bancaire, de services, elles attirent la population avec laquelle on travaille toute l'année. Merci, Julien. Je crois qu'on ne l'a pas dit, Patrick, mais peut-être qu'il faut le préciser. On ne va pas prendre de questions en direct. Mm. Pour ceux qui veulent poser des questions aussi bien à Julien que sur la partie qui suit, je vous invite à nous envoyer un email et on y répondra bien volontiers après. L'idée, c'est de maintenir le timing de la présentation. Merci, Aubin, pour ces précisions. Merci, Julien. Merci, Julien, pour… Pardon, Aubin? Je dis ça parce que j'ai reçu des questions pour Julien. Oui, je les vois aussi. Merci, Julien, pour ta présentation et pour nous avoir communiqué la primeur de ces résultats. Je crois savoir que tu as des rendez-vous, donc on va te libérer. Et bon vent et à très bientôt. Merci beaucoup et bon webinaire à tous. Merci, Julien. Merci, au revoir, Bonne Julien. journée, au revoir. Au revoir. Donc, on revient au schéma traditionnel du webinaire, des webinaires qu'on avait fait l'année précédente.
Donc, afin de simplifier le sujet, on vous présente un cas pratique. Donc, nous avons un couple suisse, résident suisse, qui souhaite acquérir une résidence secondaire en France avec la possibilité de louer de manière occasionnelle ce bien immobilier. Donc, Aubin, quels sont les aspects juridiques, dans un premier temps, que ces amis suisses doivent prendre en considération pour acheter un bien immobilier en France? Effectivement, on va commencer par les aspects civils. L'étape numéro 1 des aspects civils, c'est la loi applicable au régime matrimonial. Alors, qu'est-ce qu'un régime matrimonial? En fait, pour un régime matrimonial, pour les couples mariés, c'est ce qui permet de déterminer qui possède quoi dans le couple. Donc, il faudra s'interroger sur la loi applicable au régime matrimonial des époux. Il faudra aussi se demander si la Suisse et la France appliquent la même loi à la situation de fait envisagée, car ce n'est pas toujours le cas. Alors, tout ça fait partie d'une réflexion plus globale qu'on ne va pas développer ici. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder l'enregistrement d'un de nos précédents webinaires sur les successions franco-suisses, qui est disponible sur le site d'Avacor. Alors, quel va être l'impact du régime matrimonial sur les modalités d'acquisition? Si vous êtes marié sous un régime de communauté, si je prends cet exemple, et puis vous achetez avec des fonds communs, de fait, le bien que vous allez acquérir, il sera commun. Et d'un point de vue successoral, quelle sera la loi applicable sur ce bien immobilier français? Alors, effectivement, c'est la deuxième étape des aspects civils. Alors, c'est la loi applicable à la succession. Donc, quel est le rôle de la loi successorale? En fait, la loi successorale, c'est la loi qui va déterminer qui hérite du bien et dans quelle proportion. Donc, côté français, on va appliquer la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Donc, par hypothèse, dans notre cas, la loi suisse. Côté suisse, on va appliquer la loi du dernier domicile, sauf si le pays du lieu de situation du bien immobilier revendique sa compétence, ce qui n'est plus le cas de la France. Alors, est-ce qu'on peut, ces amis suisses peuvent changer la loi? Alors, pour résumer les règles que je viens d'expliquer, de manière simple, en fait, que vous achetiez le bien en direct ou via une société, c'est la loi successorale suisse qui va s'appliquer. Donc, c'est la loi suisse qui va dire qui hérite du bien et dans quelle proportion. Après, pour répondre à ta question, est-il possible de changer la loi applicable? C'est le cas c'est possible dans certains cas. Là encore, ça fait partie d'une réflexion plus globale. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder l'enregistrement de notre précédent webinaire. C'est bien, tu fais la bonne promotion des webinaires précédents. Alors maintenant, d'un point de vue fiscal, comment on doit appréhender un peu cette acquisition? Du côté suisse d'abord. Je vais déjà faire sur les aspects fiscaux, je vais faire une remarque préalable. En fait, la conclusion que j'en ai tirée en préparant ce webinaire, c'est que j'ai fait une vraie gymnastique intellectuelle. Alors, d'un côté, il faut regarder évidemment le droit interne suisse. Pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, la Suisse, c'est un État fédéral. Donc, en fonction des impôts, il faut aller regarder le droit fédéral, le droit cantonal, la jurisprudence du tribunal fédéral, et puis la doctrine, et il peut y avoir des controverses doctrinales. Donc, il faut jongler avec toutes ces règles. Il faut aller regarder le droit interne français. Ensuite, il faut évidemment aller regarder la convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu et la fortune. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est donc je m'adresse aux puristes, et je sais qu'il y a certains experts fiscaux français ou suisses qui nous écoutent. C'est difficile de synthétiser tout en étant précis. Donc, en Suisse, la Suisse est un État fédéral, il y a 26 cantons. On ne va pas rentrer dans toutes les subtilités cantonales, que je ne connais pas toutes d'ailleurs. Merci pour ces précisions, Aubin. Donc concrètement, nos amis suisses qui souhaitent acheter cette résidence secondaire, comment ça se passe d'un point de vue pratique? Alors, on va revenir très rapidement sur le processus d'acquisition. Je pense qu'il est bien connu de la plupart d'entre vous. Vous avez un acte notarié qui est généralement précédé d'un avant-contrat, un processus d'acquisition qui dure en moyenne entre 2 et 3 mois, des frais d'acquisition en principe entre 7 et 8% payables par l'acquéreur, hors frais d'agence et frais de garantie, quel que soit le mode d'acquisition. Le choix de la structure d'acquisition, il peut avoir lieu entre la signature de l'avant-contrat et l'acte définitif. Enfin, ce qu'on peut conclure sur cette partie, c'est que le mode d'acquisition ne va impacter ni le processus, ni les frais d'acquisition. Alors justement, le mode d'acquisition, donc on s'est limité à comparer une acquisition en direct par ces résidences suisses et une acquisition par une société civile immobilière française. Pourquoi on n'a pas intégré dans notre réflexion une structure commerciale
suisse ou française d'ailleurs? Quels sont les inconvénients ou avantages? Alors, en fait, effectivement, parce que tout simplement, et on va donner quelques raisons à ça, mais c'est un mode d'acquisition qui n'est pas adapté à l'acquisition d'une résidence secondaire. Moi, je dis souvent, j'emploie cette expression, c'est on ne conduit pas une Formule 1 sur une piste de karting, c'est la sortie de route assurée. Si on regarde un peu les raisons qu'on peut donner, la première, c'est qu'utiliser une société étrangère ne garantit pas l'anonymat. Vous avez en droit français une taxe annuelle de 3%. Qui vous oblige, si vous voulez échapper, à donner les noms des personnes qui sont derrière les structures de détention. L'occupant doit payer un loyer à la société. Vous avez une fiscalité qui est moins favorable lors de la revente. Vous avez un coût de structure. Et plus vous avez de sociétés dans la chaîne de structure, plus c'est coûteux. Et modifier une structure immobilière en cas de changement législatif est toujours coûteux. Donc voilà, c'est un panel des raisons, ce ne sont probablement pas les seules, mais ce sont les raisons pour lesquelles il nous semble qu'il faut éviter une société commerciale pour acheter une résidence secondaire. Merci pour ces précisions, Aubin. Donc maintenant, si on acquiert cette résidence secondaire en direct, quelles sont donc les conséquences fiscales au moment de l'acquisition? Alors effectivement, on va passer, donc on va comparer acquisition en direct et via une société civile immobilière. On va passer en revue les différents impôts. On va commencer par parler de la problématique des revenus. Et là, c'est plutôt un slide qui s'adresse à nos amis suisses. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, en Suisse, vous devez déclarer une valeur locative au titre de l'utilisation, de l'occupation d'un bien dont vous êtes propriétaire. Cette règle n'existe pas en droit français. Ça veut dire que quelqu'un qui se limite à utiliser un bien dont il est propriétaire n'a pas à déclarer en France une valeur locative et payer de l'impôt sur le revenu dessus. D'accord. Ça, c'est une remarque préalable pour nos amis suisses. Par contre, si ce bien est loué? Alors, si ce bien est loué, alors ça subira bien évidemment une fiscalité en France. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la location meublée est fiscalement une activité commerciale en droit français. Par défaut, on va vous appliquer ce qu'on appelle le régime micro-BIC. BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. On va appliquer en fait un abattement de 50% sur les recettes lorsqu'elles sont inférieures à 72 600 euros. Donc, si on prend un exemple, mettons que vous ayez perçu 20 000 euros de recettes, eh bien, vous serez taxé sur 10 000 euros au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un taux minimum de taxation de 20 ou 30% selon les montants. À cela va s'ajouter des prélèvements sociaux qui seront en général de 7,5%, ce qui fait que dans la grande majorité des cas, vous serez taxé à 20,7%, donc 20 plus 7,5%. Il y a un régime réel qui, comme son nom l'indique, permet de déduire les charges réelles par opposition au micro-BIC où on déduit des charges forfaitaires, donc ce sont les 50%, et qui sera inadapté à une résidence secondaire qui serait louée ponctuellement. Un petit mot de la réforme des cotisations sociales. Il y a la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui a élargi le champ d'application des cotisations sociales pour la location meublée. On a encore peu de recul, c'est entré en vigueur au 1er janvier. On peut raisonnablement penser que les Suisses y échapperont sur la base du règlement communautaire applicable en matière de sécurité sociale. Rapidement, précision, location saisonnière, même si on le loue une fois, une nuit, via une plateforme du type Airbnb, on bascule, on est dans ce régime fiscal, du côté français. On parle de location meublée. Oui, de location meublée, d'accord. Très bien. Donc, du côté suisse, comment ça se passe? J'anticipe ta question. Les revenus seront exonérés, mais ils peuvent être pris en compte pour le taux de taxation des autres revenus. C'est ce qu'on appelle en Suisse l'exemption avec progressivité. C'est ce qu'on appelle en France plutôt techniquement le taux effectif. Donc, on va revenir sur cette valeur locative que j'évoquais juste avant. Quand vous êtes résident suisse, vous devez effectivement déclarer une valeur locative pour un bien dont vous êtes propriétaire et que vous occupez. Cette règle s'applique aussi à un bien qui est détenu à l'étranger, donc à une résidence secondaire que vous achetez en France. Néanmoins, elle n'aura d'impact que pour le taux, exactement comme si vous perceviez des revenus réels liés à la location. Donc, c'est l'exemption avec progressivité. Si le bien n'est pas loué, quelle est la valeur locative en France qui est prise en compte du côté suisse? Alors, en général, on se base sur la taxe d'habitation, la valeur locative de la taxe d'habitation française. Donc, ce n'est pas une valeur fiscale qui est donnée par l'administration fiscale, c'est la taxe d'habitation qui sert de base, c'est ça, hein? Très bien, merci. Donc, on a vu l'impôt sur le revenu. Maintenant, d'un point de vue impôt sur la fortune, du côté français, peux-tu nous préciser comment ça fonctionne, s'il te plaît?
Alors, bon, un bien qui est situé en France, hein, il est bien évidemment dans le champ d'application de ce qu'on appelle, nous, l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Et vous êtes taxable en France si votre fortune immobilière nette excède 1,3 million. Si on regarde la structure du barème, en fait, vous êtes… Alors, il y a un effet de seuil, puisque vous êtes taxable si vous dépassez le seuil d'1,3 million, mais vous êtes taxable dès 800 000 euros. Ça, c'est les complications de la fiscalité française. Les mathématiques françaises. Si on regarde le barème, la structure du barème, jusqu'à 1%, vous êtes dans des taux genevois. À 0,5 ou 0,7, vous êtes dans des taux vaudois ou valaisans. Et puis, au-delà d'1%, on est à des taux supérieurs à ce qu'on peut trouver, à ma connaissance, en Suisse. D'accord. Du côté suisse? Alors, côté suisse, vous êtes exonéré, ça marche comme pour les revenus, mais l'actif peut être pris en compte pour le taux de taxation des autres biens. Donc, c'est la même règle que pour les revenus, c'est l'exemption avec progressivité. D'accord. Du côté des dettes, si nos amis suisses qui souhaitent acheter ce bien veulent s'endetter ou pas, quelles sont les conséquences de deux côtés de la Et en fait, frontière? c'est intéressant de regarder l'impact des modalités de financement. En fait, on peut parler de vases communicants entre la France et la Suisse. Là, on a pris l'exemple d'un résident genevois qui achèterait une maison en France et on va comparer selon qu'il finance comptant ou par dette bancaire. Alors, s'il finance comptant, il est taxable à l'impôt sur la fortune en France s'il dépasse le seuil d'1,3 million. Et cela dès 800 000 euros, c'est ce que je viens de vous expliquer. Côté genevois, il va avoir une baisse de l'actif taxable, puisque il a utilisé des liquidités pour acheter son bien qui ne sont plus dans l'actif taxable genevois. Vous avez un impact sur le taux de taxation, donc ça c'est l'exemption avec progressivité. Et vous avez une dilution de la dette suisse. En fait, on a une répartition proportionnelle des dettes. C'est dans la loi genevoise, hein, c'est l'article 57. En fait, on va répartir. Alors, il est courant de s'endetter pour acheter sa résidence principale en Suisse, et au maximum pour des raisons fiscales. Et en fait, cette dette, elle va être ventilée proportionnellement entre l'actif français et l'actif suisse, de telle sorte que le montant de la dette déductible côté suisse sera plus faible. Si vous financez par dette bancaire, alors là, côté français, en fait, il y a deux méthodes d'imputation des dettes qui s'opposent. Côté français, on utilise la méthode objective. Donc, si la dette est affectée au bien, on la déduit intégralement. Et on est taxé si la valeur nette excède le seuil. Côté genevois, l'actif, il ne change pas puisque vous avez conservé vos liquidités, vous ne les avez pas investies dans le bien, vous avez souscrit une dette. En revanche, vous allez avoir une répartition proportionnelle, c'est-à-dire qu'on va ventiler la dette qui a été souscrite pour acheter le bien entre l'actif français et l'actif suisse, de telle sorte que, en fait, à Genève, il y a une partie de cette dette qui sera déductible de l'actif de l'impôt sur la fortune. Merci. Dans ce cas, est-il toujours opportun de s'endetter d'un point de vue bancaire pour diminuer l'impôt sur la fortune? En fait, il ne faut pas foncer tête baissée, il faut se poser les questions, il faut poser les chiffres en fonction de la valeur du bien français pour déterminer s'il vaut mieux financer comptant ou non. Si la valeur d'acquisition du bien est en dessous ou proche du seuil de taxation en France, il n'est peut-être pas opportun de s'endetter pour financer l'acquisition. En fait, vous avez la partie exonérée. Il y a au moins 800 000 euros qui n'est jamais taxée. Et puis, si vous êtes en dessous des 1,3 million, cette somme, elle est totalement exonérée. Donc, sous l'angle alors ça, c'est vrai, sous l'angle de l'impôt sur la fortune, il y a évidemment d'autres raisons qui peuvent vous pousser à vous endetter. Ça peut être les droits de succession, ça peut être des raisons économiques ou financières. Enfin, il n'est pas toujours judicieux de vouloir échapper à l'IFI en France. Si c'est pour payer plus d'impôts sur la fortune en Suisse, une bonne solution est une solution globale. Alors ça, c'est ce qu'on peut voir en pratique. On peut voir des fiscalistes français qui veulent à tout prix faire baisser l'IFI en France ou faire en sorte que leurs clients y échappent, sans se demander quel va être l'impact côté suisse. Et une bonne solution, c'est une solution globale, c'est-à-dire qu'il faut la regarder dans sa globalité. Merci, Aurélien. Rapidement, je vois qu'il y a encore des… Je vois que Paola vient d'envoyer une question. Donc, Paola, comme on l'a indiqué au tout début du webinaire, donc on répondra aux questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas à nous adresser toutes vos questions juste à la fin, à nos adresses email respectives qu'on va vous communiquer. Merci. Aubin, y a-t-il des conditions du côté français pour que les dettes soient déductibles par rapport à l'impôt sur la fortune? Alors oui, il y a des conditions. Là, c'est une partie un peu laborieuse. Je vous prie de m'en excuser par avance. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, est bien plus compliqué que l'ancien ISF, un impôt de solidarité sur la fortune, dans la mesure où on n'est plus taxé que sur les biens immobiliers détenus directement ou indirectement. On a dû mettre en place des conditions de déductibilité des dettes. On a tunnelisé les dettes.
Donc, les dettes, elles doivent avoir été contractées dans le but de financer l'acquisition d'un immeuble, donc le prix et les frais, ou des travaux sur ce bien. La dette doit impérativement être en place au moment de l'acquisition du bien ou du paiement des travaux. Le refinancement d'un bien payé initialement comptant n'est donc pas déductible, même si une garantie est prise sur le bien. Alors là, je parle bien du refinancement d'un bien acquis comptant. Je ne parle pas du refinancement d'une dette existante. Et puis, la déductibilité n'est pas liée au lieu d'établissement de la banque, France, Suisse ou autre. D'accord. Si on a un prêt qui est in fine et pas amortissable, y a-t-il des conséquences? Alors, effectivement, on va rentrer un peu dans le détail de ces limites et de ces contraintes de déductibilité des dettes. En préalable, on peut peut-être expliquer ce qu'est un prêt in fine. En fait, c'est un prêt qui est non amortissable, dont on rembourse que les intérêts durant la vie de l'emprunt et le capital uniquement à l'échéance. Donc, les prêts in fine, souscrits pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, sont fictivement amortis pour l'IFI sur leur durée. Les prêts souscrits pour réaliser des travaux ne seraient pas concernés. Alors, que veut dire cette règle? On va prendre un exemple. Prenons le cas d'un emprunt in fine d'une durée de 10 ans. Et bien, au bout de 3 ans, vous ne pouvez plus déduire que 7/10 de l'emprunt pour les besoins de l'IFI. Et le prêt in fine n'a pas de terme, on l'amortit sur 20 ans. C'est un peu rébarbatif, toutes ces règles, mais néanmoins, elles existent et il faut en tenir compte. Ok. Est-ce que ces règles s'appliquent aussi pour des acquisitions et des dettes plus importantes? Alors, il y a des règles spéciales pour des patrimoines supérieurs à 5 millions. Donc, c'est un plafonnement des dettes. On ne va pas rentrer dans le détail de ces règles. On les mentionne pour être exhaustif. Voilà, sachez qu'elles existent. On ne va pas vous les expliquer dans le détail ici. D'accord. Donc, au-dessus de 5 millions, ce ne sont pas les mêmes qui s'appliquent. Il y a Il y a des règles spéciales. D'accord. Merci. Donc, maintenant, en matière de revente, si demain nos amis suisses finalement souhaitent revendre leur résidence secondaire, comment la plus-value, si plus-value il y a, va être taxée des deux côtés de la frontière? Alors, elle sera bien évidemment taxable en France, avec des abattements qui sont liés à la durée de détention. On ne va pas rentrer dans les détails des taux, etc. C'est quand même relativement complexe. Et côté suisse, ça sera exonéré. Très bien, merci. En matière de succession et de donation, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a plus de convention fiscale entre la France et la Suisse en matière de succession depuis le 1er janvier 2015. Chaque pays, alors, côté suisse, il faut dire chaque canton, parce que je le rappelle, les droits de succession relèvent de la pure souveraineté fiscale des cantons. Donc 26 cantons, alors j'allais dire 26 cantons, 26 lois applicables en matière de droit de donation et de succession. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a 2 cantons qui sont Obwald et Schwyz qui ne prélèvent pas de droit de donation et de droit de succession. En tout cas, il faut aller regarder après ce qui se passe dans chaque canton quand il y a des droits de succession dans ce canton. Je ne l'ai pas précisé, j'ai oublié de le dire à propos de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune relève aussi de la souveraineté fiscale des cantons et donc il faut aller regarder ce que dit chaque canton en matière d'impôt sur la fortune. Donc chaque pays et chaque canton est donc libre d'appliquer ses propres règles de taxation. Donc concrètement, alors concrètement, l'immeuble sera taxable en France et on peut en général dire qu'il sera exonéré côté suisse. D'accord. Est-ce que les dettes éventuellement contractées, l'aide bancaire contractée pour l'acquisition de cette résidence vont être prises en compte en France et ou en Suisse au moment de la succession ou de la donation? Alors en France, les dettes affectées à l'acquisition du bien ou à la réalisation des travaux sont déductibles pour les droits de succession. Un petit mot d'assurance décès. Alors ça, c'est quelque chose nos amis suisses sont moins familiers parce que ce n'est pas quelque chose que les banques suisses demandent. Mais en France, la banque vous demandera de souscrire une assurance décès, ce qui fait que en cas de décès, si l'emprunt est remboursé, il n'y a plus de dette déductible. En matière de droit de donation, les dettes ne sont en principe pas déductibles de la base taxable, sauf à transmettre la charge de la dette au donataire et avec des conditions strictes. Okay. D'un point de vue, même si tu nous as indiqué que du côté suisse, a priori, il n'y a pas de taxation, peux-tu nous comparer un peu les taux d'imposition de chaque? Oui, je pense que c'est bien un peu de se rendre compte des différences. Et là, je pense que nos amis français s'étranglent. Ce qu'on peut voir, à Genève, en ligne directe, vous êtes à 0. Dans le canton de Vaud, vous êtes à 7%, ça peut même être divisé par 2. Dans le canton du Valais, on est à 0. Et là, on va passer côté français. Et là, ce sont nos amis suisses, eux, vont avoir une crise cardiaque quand ils vont voir les taux, puisque même en ligne directe, en France, on peut aller, alors c'est un barème progressif, mais on peut être jusqu'à 45%, donc presque la moitié de droits de succession. D'accord. Donc concrètement, tu as des exemples à nous communiquer en termes de coûts? Oui, alors après, il faut parfois un peu relativiser les droits de succession. On a pris un exemple avec un couple de résidents suisses, avec un bien immobilier en France détenu conjointement avec 2 enfants.
Alors, on a pris cas de valorisation entre 500 000 et 5 millions, avec des droits de succession sur les 2 décès si c'était la dévolution légale suisse qui s'appliquait au premier décès. Et on a raisonné en pourcentage, et ce pourcentage représente la taxation totale sur les 2 décès. Donc, vous voyez, entre 500 000 et 5 millions, on est entre 6% et 27%. Donc, pour les 3 premiers biens, les 3 premières valeurs, on est entre 6 et 17%, ce qui reste des taux qui sont encore raisonnables, même pour un bien de 2 millions. Donc, il faut relativiser cette taxation. Alors, on peut l'optimiser en procédant à des donations. On a pris l'exemple de quelqu'un qui donnerait la nue propriété avant 65 ans. Et là, vous pouvez constater qu'en termes de pourcentage, ça permet de diminuer de manière substantielle la taxation. Et donc, je pense qu'il est toujours opportun de faire des donations de son vivant pour diminuer la position du côté français. Alors, tout vous incite à le faire fiscalement. Après, il faut se demander si c'est opportun civilement. Il ne faut pas oublier que quand vous donnez la nue propriété, vous perdez en pouvoir. L'usufruitier ne peut plus vendre seul le bien. Donc ça, il faut en être conscient quand on le fait. Et si vous n'êtes pas confortable avec ça, il ne faut pas le faire. Merci. Donc, si tu dois nous donner une synthèse d'une acquisition en direct, quels sont vraiment les points importants à prendre en compte? Alors, la détention directe permet de louer librement le bien de manière saisonnière. Vous comprendrez après pourquoi je dis ça. Vouloir optimiser à tout prix l'IFI n'est pas toujours opportun, donc un peu de bon sens. Une bonne solution, c'est une solution globale. La souscription d'une dette peut permettre de réduire la base taxable en France à l'IFI et aux droits de succession, mais sous conditions et limites. Il n'y a pas de risque de double imposition en matière de droits de donation et de succession. Les droits de succession français ne sont pas toujours si élevés. Une donation en nue propriété peut permettre de réduire la facture française, mais il faut le faire à bon escient, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et puis, la dette souscrite pour acquérir le bien n'est en principe pas déductible de la base taxable aux droits de donation en France. Donc, l'acquisition en direct donne moins de souplesse aux donations ultérieures lorsqu'il y a une dette. Donc, ça, c'est un point important à noter. Très bien. Merci, Aubin. Donc, peux-tu faire le même exercice si nos amis suisses font l'acquisition de cette résidence secondaire via une société civile immobilière de droit français? Là, on va avoir le même plan. On va regarder chaque impôt. Vous avez, si ce n'est pas loué, si ce n'est pas loué, pas d'impact fiscal côté français. La règle de devoir déclarer une valeur locative n'existe pas en France. D'accord. Et donc, si c'est loué, dans ce cas-là, que se passe-t-il? Alors, là, ça peut être la très mauvaise surprise si on ne le sait pas. Les revenus sont bien évidemment taxables en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que une société civile, comme son nom l'indique, doit avoir une activité civile, que la location meublée, comme je l'ai indiqué plus tôt, est une activité commerciale, et qu'une SCI qui réalise de la location meublée, même saisonnière, elle devient soumise à l'impôt sur les sociétés avec des conséquences fiscales dommageables. Donc, il faut absolument écarter une SCI si l'objectif est de réaliser de la location meublée, qu'elle soit saisonnière ou non. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est le point majeur, le point noir de la société civile. C'est mieux de le savoir avant. Parfois, il y a des gens qui ont des mauvaises surprises. D'accord. Les petites bombes de ton slide. Par rapport à l'impôt sur la fortune, y a-t-il des changements si on détient cette résidence via une SCI? Oui, alors les parts, elles sont taxables en France si la valeur excède le seuil. Elles sont exonérées côté suisse, mais la convention fiscale entre la France et la Suisse prévoit que cette exonération est conditionnée à une imposition effective en France. Donc, c'est une grosse différence par rapport à l'acquisition en direct. Si les parts sont exonérées, côté suisse, eh bien, elles sont prises en compte pour le taux. C'est la règle de l'exemption avec progressivité. Donc, concrètement, si j'ai bien compris, si on ne paye pas d'impôt sur la fortune du côté français, automatiquement, on devra payer un impôt sur la fortune du côté suisse. C'est ça? Exactement. C'est la grande différence entre la détention en direct. D'accord. Donc, c'est difficile à dire, mais il faut donc payer des impôts du côté français, si possible. D'un point de vue de la dette, comment est appréhendée justement la déduction des dettes éventuelles dans une SCI? Alors, côté français, la dette, elle est nécessairement intégralement affectée au bien immobilier puisqu'elle est souscrite par la société, donc ça sera dans la comptabilité, dans le bilan. Il existe aussi des limitations à la déductibilité des dettes pour valoriser les parts des SCI pour l'IFI, comme pour une détention directe. Donc, ça veut dire que les prêts in fine ayant servi à financer l'achat, ils doivent aussi être fictivement amortis. En revanche, le plafonnement des dettes pour les patrimoines supérieurs à 5 millions ne s'appliquerait pas aux dettes souscrites par les sociétés. D'accord. Donc, avantage à la SCI pour les gros patrimoines.
Ça peut être le cas. Avec une dette importante. Et toujours l'épée de Damoclès de l'abus de droit, attention. On l'a bien noté. Merci Aubin. Peux-tu nous rappeler comment fonctionne et qu'est-ce qu'un compte courant associé dans une SCI? Alors, ça, on va un peu s'attarder sur la comptabilité et je pense que c'est un élément important et vous allez comprendre après pourquoi. Ça peut donner l'impression de tomber comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, un compte courant d'associé, il est généré lorsque des dépenses sont payées par l'associé en lieu et place de la société. Donc, ça peut être le prix et frais d'acquisition, les travaux, les frais annuels, les échéances d'emprunt. En fait, comptablement, il s'agit d'un prêt consenti par l'associé à la SCI. Donc, on a pris un exemple avec un bien acquis par une SCI d'1 million d'euros, donc on l'a à l'actif, on a un capital social de 1 000 euros. De fait, on a un prêt d'associé de 999 000 euros, donc de l'argent que l'associé a prêté à la société. Alors, c'est un bilan qui est ultra simplifié, on n'a pas pris en compte les frais d'acquisition, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que, effectivement, on peut dire que la valeur de départ, c'est 1 000 euros. D'accord. Dans ce cas-là, ce compte courant associé, comment est-il appréhendé vis-à-vis de l'IFI en France? Alors, voilà où on veut arriver, c'est pour ça qu'on voulait vous l'expliquer avant, c'est qu'en fait, les comptes courants d'associés consentis pour financer l'acquisition, les frais d'acquisition et les travaux ne sont pas déductibles pour valoriser les parts, sauf un objectif non principalement fiscal, qui selon moi est très difficile à démontrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette impossibilité de déduire? Si on revient à l'exemple, c'est tout simplement que là, je ne peux pas déduire les 999 000 euros et que grosso modo, la valeur de mes parts, c'est 1 million. D'accord. Très clair. Donc, il vaut mieux financer tout ça via un financement bancaire. L'administration a néanmoins admis que les comptes courants d'associés qui existaient au 1er janvier 2018 n'avaient en principe pas d'objectif principalement fiscal et étaient donc déductibles. Donc ça, évidemment, ça ne concerne pas les nouvelles sociétés. On parle de sociétés qui existaient avant cette date. D'accord. OK. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tenir une comptabilité, c'est certes pas obligatoire pour une SCI, mais c'est nécessaire pour évaluer les parts et retraiter convenablement les comptes courants d'associés. Donc là, accrochez-vous bien, parce que c'est une petite gymnastique. Donc, il va falloir distinguer avant et après 1er janvier 2018, isoler ce qui est déductible ou non, et déterminer dans ce qui est déductible ce qui est ou non fictivement amortissable, car il s'agit d'un prêt in fine. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est normal, parce que c'est très compliqué, et qu'à mon sens, un particulier aura beaucoup de mal à gérer lui-même ces problématiques. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une société civile, il vaut mieux avoir un bon expert comptable ou un bon fiscaliste. Merci Aubin. Ton point de vue de la plus-value, comment va être traitée la plus-value en cas de revente du bien par la SCI, je précise? Donc là, c'est neutre par rapport à une détention en direct. On aura une taxation en France avec des abattements qui sont liés à la durée de détention. Merci. D'un point de vue successoral, que se passe-t-il dans ce cas-là? Alors, côté français, les parts, elles seront bien entendu taxables en France. Côté suisse, et là, c'est une grosse différence par rapport à l'acquisition en direct, c'est que il y aura une potentielle taxation selon le lien de parenté. Alors, si c'est un lien de parenté qui est pas taxé dans la ligne directe, il n'y a pas de sujet. Mais si on est dans un lien de parenté où il y a une taxation, il y a un risque de double imposition. En l'absence de convention fiscale, en fait, il y a un risque de double imposition, au moins partiel, si le canton taxe et n'élimine pas la double imposition. Donc, on peut prendre l'exemple des lois vaudoises et lois valaisannes, où en fait, s'il y a une taxation, vous ne pourrez pas déduire l'impôt français de l'impôt vaudois ou valaisan. Vous pourrez seulement le déduire de la base taxable, c'est-à-dire que le montant sur lequel on va payer des impôts dans ces cantons. Donc, de fait, il y a une double imposition partielle. D'accord, donc c'est un point effectivement important par rapport à une acquisition en direct. Par rapport au compte courant associé que tu nous as parlé précédemment, quel est l'impact et comment est-il appréhendé d'un point de vue successoral cette fois-ci? Oui, alors ça, c'est un point important parce que c'est quelque chose que les gens n'ont souvent pas appréhendé. C'est qu'en fait, quand vous avez une société civile, vous n'avez pas un seul actif. Vous n'avez pas les parts. En fait, vous avez les parts et le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, on va le déduire pour valoriser les parts, mais ce sont un peu les vases communicants. Le compte courant d'associé, c'est une créance contre la société. Donc, c'est une créance dont l'associé est titulaire. Ça veut dire dans sa succession, côté français, il y aura deux actifs. Il y aura les parts et le compte courant d'associé. Donc ça, d'où l'importance d'avoir une comptabilité, ce qui est malheureusement rarement le cas pour une société civile. Est-ce que la valeur des parts est figée dans le temps? Alors, ni la valeur des parts
ni la valeur du compte courant d'associé ne sont figées dans le temps. La valeur de l'immeuble, elle peut évoluer en fonction des marchés et on valorise les parts sur la base de la valeur vénale de l'immeuble, pas sur la base du prix d'acquisition. Et puis, va évoluer le compte courant d'associé au fur et à mesure que des dépenses sont payées par l'associé pour le compte de la société. D'accord. D'un point de vue d'une donation, est-ce que ce compte courant est appréhendé différemment? Alors, en fait, là, on est plutôt sur un exemple avec une dette bancaire pour comparer avec l'impact avec une acquisition en direct où on disait que c'est en pratique, il y avait moins de souplesse et qu'il serait rarement possible de déduire la dette bancaire. Là, la question de la déductibilité de la dette ne se pose pas, puisque de fait, elle est prise en compte dans la valorisation des parts. Donc là, lors de ma donation, mes valeurs, là, elles valent au maximum 1 000 euros si je prends mon exemple. Donc, de fait, la dette bancaire est prise en compte dans ce que je donne. Donc, du coup, la base taxable étant plus basse, on paiera moins de droits de donation, c'est ça? Bien entendu. C'est un des moyens, je crois d'ailleurs, un des avantages de la SCI. C'est un des gros avantages de la société civile. D'accord. Je vais justement faire la synthèse de cette l'utilisation acquisition d'une SCI ne permet pas de louer meublé sauf à subir les conséquences fiscales dommageables. Donc ça, c'est le gros point noir de la SCI qu'il faut avoir en tête. Elle peut générer une double taxation en droit de donation et de succession. Donc ça, il faut le relativiser. Encore faut-il que le défunt soit dans un canton et qu'il y ait un lien de parenté qui soit taxé. Si on est en ligne directe, en général, ce n'est pas le cas. Il y a parfois une taxation, mais en général, c'est exonéré. Une SCI doit tenir une comptabilité des assemblées générales annuelles. La SCI elle offre plus de souplesse pour la transmission dans le temps, notamment pour réduire la base taxable si une dette bancaire a été souscrite. Ça, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Et c'est la grosse différence avec une acquisition en direct. Et puis, les statuts de la société pourront être aménagés pour permettre aux donateurs de décider de la vente du bien. Et ça, c'est encore une différence par rapport à une donation qui aurait lieu sur un bien en direct, puisque si vous donnez la nue propriété d'un bien, l'usufruitier ne peut pas vendre seul. Très bien. Donc, s'il doit y avoir un gagnant entre les deux modes d'acquisition, qu'est-ce que tu recommandes? Qui serait le gagnant d'après toi? Je dirais qu'il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de solution universelle, une bonne solution pour chaque situation de fait. Et en fait, les critères qui vont entrer dans la décision, c'est alors quels sont le régime matrimonial des époux, le nombre d'héritiers, le lien de parenté, quels sont le prix d'acquisition, le mode de financement, le canton de résidence des acquéreurs, quelle est l'exposition à l'impôt sur la fortune en Suisse et en France, et le bien sera-t-il loué de manière saisonnière. Donc ça, c'est tous les critères qui vont faire que ça va pencher plus vers une solution ou une autre. Mais si on résume un peu en conclusion, si on compare détention directe et détention via une SCI, les points importants, il va falloir faire un arbitrage entre la possibilité de louer meublé et la souplesse de transmission offerte par une SCI. L'utilisation d'une SCI peut créer une potentielle double taxation aux droits de donation et de succession, mais encore faut-il qu'il y en ait effectivement une dans le canton de résidence. En tout cas, dans les deux scénarios, un financement par l'endettement peut être opportun, mais il n'est pas toujours nécessaire. Donc voilà, je pense que vous avez déjà avec ces éléments un moyen d'arbitrer entre détention directe et détention SCI. Donc on est allé très vite, c'était très dense. Je le rappelle, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. J'ai reçu de nombreux messages, il y a eu très nombreux problèmes de connexion. L'enregistrement sera bien entendu adressé à tous et vous pourrez le regarder sereinement chez vous. D'accord. J'en profite pour faire l'autopromotion, j'en ai déjà un peu parlé. C'était le 5e événement d'Avacor, notre 5e webinaire sur des problématiques patrimoniales internationales. Les enregistrements sont disponibles sur le site d'Avacor. Vous pouvez aussi les regarder tranquillement. Je suis désolé de ces problèmes de connexion. L'enregistrement sera aussi sur notre site. On a été aujourd'hui victime de notre succès. Il y avait plus de 250 inscrits. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une deuxième session avec l'enregistrement. Merci de votre attention. Patrick, je te laisse conclure. Oui, rapidement, donc, comme on vous le disait en début du webinaire, vous pouvez adresser vos questions par email aux deux adresses email qui apparaissent à l'écran. On se fera un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite donc une très bonne journée, bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci à vous, à bientôt.